Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle à ITV en ce 27 janvier. La seule façon pour l'être humain de sauver sa peau, c'est le respect et le lien avec la nature. Mais on remarque chez nous que les écosystèmes se meurent avec des plaies béantes à Mbebes ainsi qu'à Thiaroye-sur-Mer. Voici la colonne vertébrale du journal. Les riverains de la décharge à ciel ouvert qui se distingue par son anachronisme n'ont jamais autant souffert de suffocation, non contents de cohabiter avec les immondices et leur lot de bactéries. Ils sont enfumés par les nombreux foyers allumés par les glaneurs dans la décharge. Ça sent aussi le soufre en bordure d'océan à Thiaroye-sur-Mer où les défauts sur les pipelines provoque des fuites inquiétantes de pétrole. C'est une vraie poudrière contre laquelle les résidents ont tiré la sonnette d'alarme. Le ministre de l'Environnement met en avant, lui, des mesures de sécurité et d'anticipation. La chaîne publique, la RTS, est au creux de la vague. Une crise interne s'y est installée et oppose les agents au directeur des ressources humaines qui serait coupable d'abus de pouvoir. Il a rétorqué, lui, parlant d'erreur de jugement de la part du Synpics RTS. Le coronavirus inquiète le monde entier. En Afrique, un cas suspect a été signalé en Côte d'Ivoire. En Chine, l'épidémie a contaminé plus de 2000 personnes et tué 80 individus. Enfin, l'invité de ce lundi, Daouda Amine, président de la commission de la carte nationale de presse et de validation des acquis de l'expérience, la dite commission qui a été installée ce jour par le ministre de tutelle. Le développement dans un instant. En bref et en images, suite à l'arrêt de travail observé par les transporteurs qui ne veulent plus d'application du règlement 14 de l'UEMOA ainsi que le démarrage du système de gestion des flux de camions au port de Dakar, le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, a présidé aujourd'hui une réunion de concertation. Les décisions suivantes ont été prises: suppression de l'application de la facturation de la gestion des flux et poursuite des concertations. Il y a également la suppression du pesage à l'essieu au terminal à conteneurs DP World de Dakar. Nous y reviendrons. Les habitants donc des quartiers proches de l'environnement de la décharge de Mbebes sont très malheureux. Ils vivent le martyre et souffrent beaucoup des volutes de fumée qui se dégagent donc du grand dépotoir, et la population affectée par les nuisances quotidiennes réclame à corps et à cri la fermeture de la dite décharge. Mamadou Lamine Fati. De la fumée à perte de vue qui s'échappe de la décharge de Mbebes. Première conséquence, des infections respiratoires chez les adultes comme chez les enfants. Nous sommes fatigués à cause de Mbebes. Ces médicaments que je vous montre, je les ai achetés cette semaine pour mon enfant qui souffre d'allergie à cause de la décharge. Moi-même, à l'hôpital, on m'a interdit de fumer, alors que je ne fume même pas. Tu ne peux même pas sécher tes linges à cause de la fumée. C'est difficile. Et pourtant, lors de la rencontre entre le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et la population de Mbebes, des mesures ont été prises dans ce cadre. Cette personne n'a rien vu de tout cela. À la fumée, ça nous gêne. Malgré que j'ai une pensée aussi positive par rapport à l'appui économique que Mbebes donne à la famille, à certaines familles, mais la fumée, c'est quelque chose qui gêne totalement la famille. Dans notre maison, il y a quelqu'un qui a de la sinusite. À partir de 21h, voilà, il commence à souffrir. Jusqu'à une certaine heure, on commence à donner des calmants, mais ça n'a aucun sens. Une fois que Mbebes sera fermé, on espère avoir des rendements beaucoup plus meilleurs. Pour cette personne, des mesures doivent être prises pour l'élimination définitive de cette fumée.
qui se dégage de la décharge de Mbeubeuss. Nous vivons difficilement avec la fumée et cela n'est pas bon pour notre santé, surtout avec les enfants. Nous ne voulons qu'être aidés à éliminer cette fumée. Une population qui suffoque à cause de la fumée, qui pousse même les gamins à improviser un sitting. Il y a aussi la sédimentation des peurs à Thiaroye-sur-Mer où les résidents sont ultra inquiets du fait des fuites récurrentes de pétrole et autres hydrocarbures émanant des pipelines. Ces émanations sont donc particulièrement vraies ces derniers jours et le ministre de l'Environnement ainsi que du Développement durable a opéré une descente en ces lieux pour tenter de rassurer tout un chacun et d'apaiser les inquiétudes qui sont légitimes. On va l'écouter avec Mamadou Lamine Fati. La SAR est en train de faire les tests pour voir la provenance, l'origine. Le premier pipe a fait l'objet déjà de tests par la mise en eau avec une pression pour vérifier l'étanchéité de ce pipe qui venait d'être remplacé. Il y a un deuxième pipe pour finir avec les hypothèses que ce sont des fuites récentes. Il va falloir également mettre à l'épreuve ce pipe-là en faisant la mise en eau et vérifier l'étanchéité. Il y a des soupçons que ce sont des fuites anciennes qui se sont accumulées durant des années et aujourd'hui avec la remontée de la nappe, ces hydrocarbures sont en train de refaire surface et sont en train, compte tenu de la gravité, de s'écouler de l'axe de la mosquée, du pipe et vers la mer. L'ambiance est également irrespirable à la RTS. La crise s'est instaurée à la radiodiffusion sénégalaise et au centre de cette apoplexie, on peut l'appeler comme ça, on cite le directeur des ressources humaines. La section Saint-Pix de l'entreprise ne décolère pas contre ce dernier accusé d'abus de pouvoir et de transgresser donc le règlement intérieur de la boîte. Et pour toutes ces raisons, le rouge écarlate était de sortie encore ce matin. On va écouter le chargé de revendications. Le problème, c'est qu'à la suite de cette mise en sabot, on a essayé de chercher la personne qui a donné l'ordre de mettre en sabot la voiture de ce directeur. Il s'est trouvé qu'il s'agit des ordres donnés par le directeur des ressources humaines de la RTS. Et automatiquement que les agents mis au courant sont descendus sur le terrain spontanément pour fustiger, dénoncer cet acte qui n'honore pas la RTS. Tant que le directeur des ressources humaines de la RTS n'est pas dégommé de son poste, nous allons poursuivre le mouvement. Le problème, c'est que c'est une longue série d'intimidations, une longue série de bafouements des libertés des agents de la RTS, une longue série d'actes qu'il n'a de cesse de poser au niveau de la RTS. Et c'est une cuisine interne, on ne peut pas tout dire ici à la radio, mais en tout cas, les agents en ont ras-le-bol et ils ont eu à le dire, ils ont eu à le dénoncer au niveau du syndicat et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cet acte, le dernier acte qu'il a posé. Et aujourd'hui, nous nous constituons en bouclier pour... Et le DRH invoque un procès en sorcellerie. La colère de la section Saint-Pix de la chaîne publique donc ne reposerait sur aucun fondement ni aucune base à la suite du site des agents qui demandent son éviction pure et simple. Le DRH donc qui se nomme Aline Thiam a soutenu qu'il lui a donc fait un mauvais procès. On va l'écouter et entendre ce qu'il a dit. Comme ça se fait dans toutes les entreprises, des instructions ont été données aux gendarmes pour préciser un lieu de stationnement. Et ça ne visait pas un agent personnellement. Donc, c'était pour dire que l'espace est réservé aux autorités invitées de la RTS et aux directeurs en fonction. Ce qu'on a constaté,
c'est qu'il y a quelques agents, 2 ou 3 agents, qui ont utilisé ce fait maintenant pour s'attaquer au directeur des ressources humaines que je suis, en prononçant des allégations et des accusations que tout le monde ici à la RTS sait qu'elles sont complètement fausses. Il faut relever au passage qu'à la RTS, on est plus de 800 agents et que nous gérons l'intérêt général. À ce niveau des décisions, et nous en sommes conscients, il est important de relever que les décisions n'iront jamais dans le sens de satisfaire tout le monde. Malgré tout ce qui s'est passé, je ne pense pas que c'est des actes et des faits qui vont faire que le directeur général et son équipe va dire qu'il va refuser de continuer à discuter avec les agents. C'est un non-sens. Nous, on est là pour ça. On est des responsables. Et dans l'actualité institutionnelle, le pays va s'enrichir d'un plan de développement numérique actualisé qui sera accompagné d'un cadre d'implémentation. C'est une annonce de la ministre qui a la charge de l'économie numérique et des télécommunications au Sénégal. Elle vient de procéder au lancement d'un atelier de planification intitulé Sénégal 2025. On va l'écouter. Elle est au micro de Ousmane Gueye et Barasso. Il s'agit d'une évaluation, mais il s'agit d'une opérationnalisation d'une stratégie du secteur du numérique que nous appelons communément SN 2025. Cette stratégie date de 2016. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Oui, c'est ce qui se passe dans certains pays et dans certains secteurs. Le numérique ne devrait pas être en reste, étant entendu qu'aujourd'hui, le numérique est considéré comme le levier du développement, ou en tout cas un bras armé ou un socle du développement de notre pays. Il est temps que cette stratégie qui a été élaborée depuis 2016 soit financée et que les partenaires techniques et financiers puissent se l'approprier, puissent aujourd'hui accompagner le financement et même la mise en œuvre des activités. Pour ça, on a besoin d'un groupe de partenaires du numérique. Et qu'aujourd'hui, et je demande au PNUD de voir avec les autres partenaires comment faire pour mettre en place ce groupe qui va se réunir, bien entendu, ils verront, mais ce qu'on a vu dans les autres groupes, c'est que tous les 3 mois, ils se réunissent et voient ce qu'ils peuvent faire. Ça peut aussi aider à coordonner leurs activités pour que cela ne soit pas des activités qui viennent de partout, et parce qu'aujourd'hui, l'heure est à la rationalisation. Et à Saint-Louis, il s'y est passé la célébration de la Journée internationale des douanes sénégalaises. Les soldats de l'économie ont plastronné et se sont réjouis des actifs enregistrés. En 2019, ils disent aussi qu'ils ont envie de faire cette année plus et mieux. Et le directeur régional des douanes dans l'axe nord septentrional s'est exprimé ici au micro de Al-Etiam et Momar Alisnia à Saint-Louis. Mais la gendarmerie, donc la police et toutes les autres forces qui nous accompagnent dans cette mission. Voilà. Pour dire que donc, les défis sont énormes, mais on espère qu'en fin 2020, Inch'Allah, on aura les objectifs que nous souhaitons. Bon, j'ai dit que la population peut-être méconnaît donc, le travail de la douane. Donc la douane est méconnue, mais de plus en plus, nous sommes en train de sensibiliser la population pour dire que nous travaillons en fait pour la population. Donc les recettes que nous collectons vont vers le trésor public. Le trésor public, c'est le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est la population. Donc c'est un cycle. Donc il faut que les populations viennent vers les bureaux de douane pour dédouaner. Nous ne sommes pas là pour traquer les populations. La douane est méconnue. Donc ce qu'on dit, par exemple, lors de ces dernières années, nous plaçons les citoyens au cœur de nos préoccupations. Nous travaillons pour la population. Il faut que la population puisse accompagner la douane dans ses tâches et d'arrêter la fraude et la contrebande. Le monde est donc immense au-delà de nos murs d'habitation. Il est également dans les yeux de celui qui le regarde. Les actualités internationales sont prises en charge et commentées ce soir par Chersal.
80 morts, près de 3000 cas confirmés. Le bilan s'alourdit de jour en jour en Chine, selon les chiffres officiels ce lundi, que les experts jugent nettement sous-évalués. La ville de Wuhan et une vingtaine de communes alentours sont placées en quarantaine, soit environ 56 millions de personnes à l'isolement. Les autorités ont entamé la construction de 2 nouveaux hôpitaux qui doivent être terminés sous 2 semaines. Des établissements exclusivement destinés à accueillir les personnes atteintes par le coronavirus qui s'est étendu depuis à d'autres grandes villes chinoises et d'autres régions du monde. Les pays asiatiques principalement, mais aussi les États-Unis, l'Australie et la France, premiers pays d'Europe officiellement touchés par le coronavirus avec 3 cas confirmés à Bordeaux, Paris et d'autres cas suspects. Il s'agit de personnes ayant voyagé récemment en Chine. Un cas suspect aussi en Côte d'Ivoire, pas encore confirmé. Un tribunal égyptien a tranché en faveur de l'interdiction du port de voile intégral par les professeurs à l'université du Caire, a-t-on appris ce lundi de sources judiciaires. La haute cour administrative a rendu samedi une décision définitive de justice maintenant l'interdiction du port de voile intégral par le corps enseignant de l'université du Caire. Décidé en 2016 en première instance, a indiqué maître Ahmed Mahran qui défendait un collectif de 80 enseignantes ayant contesté le jugement. Tous les recours des plaignantes ont été rejetés et nous n'avons toujours pas accès à ce jour aux attendus, a-t-il ajouté. Tunisie, une voix de la révolution de Yasmine s'est éteinte ce lundi 27 janvier 2020. La blogueuse Lima Ben Menni est morte des suites d'une longue maladie à l'âge de 36 ans. Si son nom reste fortement associé à la révolution tunisienne de 2011, le combat de Liman avait commencé bien avant la chute du président Ben Ali. En effet, pendant des années sur son blog Tunisian Goal, elle témoignait en arabe, en français et parfois en anglais des injustices vécues par la population. Fille d'un des fondateurs de la section tunisienne d'Amnesty International et d'une professeure d'arabe, elle avait fait son arrivée sur la toile en 2007 dans un premier blog très personnel avant de rejoindre un mouvement plus large de blogueurs tunisiens qui combattaient pour la liberté d'expression et des droits de l'homme dans leur pays. Une implication qui lui avait fallu, avant 2011 déjà, d'être censurée par le pouvoir du président Ben Ali. Un peu de sport et sur tapis vert, le ministre des Sports Matar Ba s'est attablé aujourd'hui avec le monde sportif dans sa globalité. L'objectif visé, c'était donc la mobilisation des acteurs autour de la pose de la première pierre du futur stade olympique de Diamniadio. Cette pose de première pierre donc est prévu le 20 février. On écoute le ministre, il est ici au micro de Soyi Bouba. Et ce stade qui va être construit en 17 mois, donc normalement le calendrier qui sera respecté nous permettra de mettre en service ce stade en juillet 2021. Un bijou qui va être aussi accompagné d'une piste d'athlétisme professionnelle avec une capacité de 5000 places, voire plus, des terrains d'entraînement, mais d'autres commodités aussi au plan de l'électricité, parce que ce sera, en tout cas, le stade sera autonome en ce qui concerne l'eau et l'électricité, parce qu'il y aura une centrale solaire. Pour rester dans le PS vert, c'était important qu'un tel investissement, qu'on puisse intégrer ces dispositions qui accompagnent la préservation de l'environnement en utilisant les ressources naturelles pour l'électricité et les autres commodités qui devraient être là-bas. Et avant de recevoir l'invité du lundi, il faut dire que ça fait maintenant pas mal de temps qu'on parle de la nécessité
d'assainir le secteur de la presse, car le journalisme est devenu une profession poreuse, sans porte ni fenêtre. Les intrusions y sont monnaie courante. Ce sont de telles défaillances que la commission de la carte nationale de presse et de validation des acquis de l'expérience va devoir combler. L'équipe à la tête de laquelle se trouve notre confrère Daouda Mine a été installée ce matin par le ministre de la Communication. On va suivre le compte rendu de Baba Ndiaye et Moussa Fall. C'est officiel, les membres de la commission de la carte nationale de presse prennent fonction. Ils ont été installés par le ministre de la Culture et de la Communication. Votre présence en si grand nombre prouve à suffisance que cette commission était très attendue, non seulement par les acteurs de la presse, mais par tout le public sénégalais. Vous n'en avez pas tort. De nombreux manquements aux principes de base de la profession sont régulièrement relevés et déplorés par des dérives portant atteinte à la vie privée et à l'honorabilité des citoyens. De plus en plus, le public devient méfiant vis-à-vis des médias. Elle peut aussi, si elle n'est pas professionnelle et adossée sur les principes d'éthique et de déontologie, détruire des vies, disloquer des foyers, entraîner des communautés dans des crises profondes. C'est dramatique. Selon le ministre, cette structure va permettre de régler toutes les difficultés auxquelles les entreprises de presse font face. En effet, le sujet de la presse est confronté à d'énormes difficultés. Des difficultés d'ordre économique, social et professionnel, liées particulièrement à une absence de cadre juridique et réglementaire adapté. Cette situation a créé un grand flou dans le secteur. La qualification de l'organe de presse est devenue confuse. On ne sait plus qui est journaliste ou technicien de médias et qui ne l'est pas. N'importe qui pouvait se prévaloir de ses qualités et écrire dans les journaux ou tenir le micro dans des conditions d'information. Je tiens à vous rassurer, mesdames et messieurs, que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Culture et de la Communication, mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de la Commission et l'atteinte de vos objectifs. L'assainissement de la presse est aujourd'hui une priorité selon le président de la Commission nationale de la carte de presse. Il faut comprendre que notre travail est encadré par le Code de la presse. Les dispositions du Code de la presse sont claires. Et ce sont ces dispositions-là qui nous disent ce qui est attendu de nous, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Je pense que la mise en place de cette commission déjà participe de cet assainissement-là. Je pense que c'est clairement écrit par le Code de la presse et nous, on nous a tout simplement demandé d'appliquer cette disposition-là et c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah. La Commission nationale de la carte de la presse est composée de 8 membres issus des entreprises de presse, de la justice et du ministère de la Culture et de la Communication. Leur mission, donner la presse son lustre d'antan. D'ailleurs, une réunion technique est prévue dans la première quinzaine du mois de février prochain. Voilà, c'est donc le temps de l'invité Daouda Mine ce soir, qui est donc le président de la Commission nationale de la carte de presse et de validation des acquis de l'expérience. Merci Daouda d'avoir répondu à notre invitation. Bon, merci beaucoup Hassan pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs de ITV. Très bien, vous avez donc été installé ce matin, on l'a vu. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un tournant pour la presse sénégalaise sur la voie ou dans la voie de son assainissement? Moi, je pense que c'est un tournant et c'est un premier jalon quand même qui a été posé vers l'assainissement de la presse. Parce que pendant longtemps quand même, les gens étaient en train de discuter, de parler de textes, de discuter sur un certain nombre de choses, de dire même qu'il fallait impérativement assainir la presse. Et je pense que du temps du président Abdoulaye Wade, il y avait même un texte qui avait été proposé en son temps. Ça a pris du temps et en 2017, le texte a été voté. Il restait tout simplement son application. Et je pense que la mise en place de cette commission-là participe tout simplement à l'assainissement de cette presse-là parce qu'à partir de ce moment-là, la commission va pouvoir délivrer la carte nationale de presse et valider l'expérience de ceux qui ne sont pas encore sortis des écoles de formation. C'est ça. Et quelles sont les prochaines étapes juste après votre installation? On vous a entendu parler
de mise en place d'un règlement intérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce qui va suivre? Oui. La prochaine étape, c'est la validation d'un règlement intérieur, parce qu'il y a un règlement intérieur qui est en train d'être confectionné. Et c'est ce règlement intérieur-là qui va tout simplement nous dire exactement ce que nous devons faire et comment le faire. Comment nous devons recueillir les dossiers qui devront être déposés par les journalistes et les techniciens qui voudront obtenir la carte nationale de presse. Lorsque nous recevons ces dossiers-là, comment il faudrait les traiter. Je pense que c'est le règlement intérieur qui va fixer tout cela. Et c'est ce règlement intérieur-là qui nous permettra de communiquer pour expliquer aux professionnels la démarche à suivre pour obtenir la carte nationale de presse. C'est ça. Donc aujourd'hui, la question que les confrères se posent, c'est qui aura droit à cette carte de presse et comment accéder à cette même carte. Je pense que ça, c'est réglé par les dispositions du Code de la presse, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle définition du journaliste, parce qu'il y a un ancien code qui était là, qui avait défini le journaliste comme toute personne sortie d'une école de formation et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. Mais il y a un deuxième alinéa qui posait problème. Le deuxième alinéa disait que même si on n'est pas sorti d'une école de formation, il suffisait tout simplement d'entrer dans une rédaction régulière et de tirer l'essentiel de ses revenus dans sa pratique journalistique. Il n'y avait pas de critères de formation, il n'y avait pas de critères de diplôme, il n'y avait pas de commission de validation. Je pense que c'est ce qui avait posé problème, ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui sont entrés dans la profession par effraction, comme on dit, d'où ce qui a poussé quand même un certain nombre de gens à dire qu'il faut qu'on assainisse. Aujourd'hui, le Code de la presse a corrigé tout cela. Maintenant, un journaliste, celui qui est sorti d'une école de formation et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions journalistes, donc ça ne pose pas de problème. Mais celui qui n'est pas sorti d'une école de formation doit obtenir la licence plus 2 ans d'expérience pour venir au niveau de la commission pour se faire valider son expérience. Et les personnes qui ne remplissent pas ces 2 conditions-là doivent avoir une expérience de 10 ans pour pouvoir venir au niveau de la commission se faire valider son expérience. C'est ça. Et pour compléter la définition, c'est aussi toute personne dont l'activité principale consiste en la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Voilà, donc il y a 3 catégories de journalistes maintenant qui sont définies et qui peuvent accéder à cette nouvelle carte de la presse. Quelles sont ces catégories rapidement? Il y a d'abord ceux qui sont sortis d'école de formation. À ce moment-là, tout simplement, ils vont déposer leur dossier et la commission va délibérer et va leur donner la carte nationale de presse. Ces gens-là ne posent pas de problème parce que déjà, ils ont fréquenté des écoles reconnues par l'État du Sénégal, ils ont fait leur grande enquête, ils sont passés par un jury. Nous ne pouvons pas quand même prétendre remplacer ces jurys-là qui existent dans ces établissements-là. Donc ces gens-là ne posent pas de problème. Maintenant, la commission va valider l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont la licence, ces gens-là doivent avoir 2 ans d'expérience. Mais ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation et qui n'ont pas la licence doivent avoir une expérience de 10 ans pour pouvoir venir au niveau de la commission. C'est ça, donc il y a différentes catégories, il y a 3 catégories, mais il faut signifier que tous les journalistes ont la même dignité. Non, tous les journalistes ont la même dignité. Dès l'instant où un journaliste obtient la carte nationale de presse, en ce moment-là, il est considéré comme journaliste et jouit quand même de tous les avantages liés à la pratique journalistique. Donc, maintenant, le Code de la presse également définit la manière dont doit se comporter un journaliste. Le journaliste, quand même, il y a des obligations qui sont dévolues aux journalistes. Le journaliste doit collecter, vérifier et diffuser l'information, mais il y a des fondamentaux à respecter. Il y a des règles d'éthique et de déontologie à respecter. Il y a la pratique journalistique quand même qui oblige les journalistes à avoir un certain comportement. Les journalistes doivent respecter ces obligations-là. Sinon, même si on délivre la carte nationale de presse, on a la possibilité de retirer également la carte nationale qui a déjà été délivrée par un journaliste ou un technicien de la communication. C'est prévu par le texte. C'est ça, on va ajouter que le CORED va jouer un rôle et que la carte va être valable 3 ans. Oui, justement, parce que le CORED qui est l'organe d'autorégulation, a la possibilité de demander le retrait de la carte nationale de presse si le CORED estime que tel journaliste ne respecte pas un certain nombre de règles déontologiques et d'éthique. Très bien, on a entendu tout de suite le ministre qui dit que tous les moyens seront mis à votre disposition. Donc vous allez avoir un budget sûrement et vous allez être indemnisé, il y aura des émoluments. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela?
Non, pour ce qui est des émoluments, honnêtement, ce n'est pas encore prévu. Parce que toutes les personnes, les 8 membres qui constituent la commission, le font sous le régime du bénévolat. Parce que ils représentent des entités. Moi, personnellement, j'ai été désigné par appel l'association de la presse en ligne pour siéger au niveau de cette commission-là. Le ministère de la Communication a désigné des personnes. Le ministère de la Culture a désigné des personnes. Le CNRA a désigné des personnes. Donc, toutes les personnes qui sont là-bas, les titulaires comme les suppléants, ont été désignés par des organisations pour siéger au nom de ces commissions-là. Maintenant, le code prévoit le financement du fonctionnement de la commission par le fonds d'aide à la presse. Un fonds d'aide qui n'existe pas encore, parce qu'on attend les décrets d'application qui doivent être signés par le président. C'est un fonds de soutien. C'est un fonds de soutien qui doit financer le fonctionnement de la commission et qui n'existe pas encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la commission tient ses réunions au ministère de la Communication et l'intendance, de même que la logistique, est offerte par le ministère de la Communication. Ce qui fait qu'on n'a pas encore un budget de roulement et par conséquent, on ne peut pas encore parler d'émoluments pour les membres de la commission. Mais le discours du ministre était rassurant. Et avant de terminer, aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier d'être journaliste et de pratiquer ce métier avec tout ce que l'on voit comme dérive? Bon, je pense que pendant longtemps, nous les professionnels, je pense quand même nous avons souffert de cela. Parce que pendant longtemps, lorsqu'on va à des manifestations, on voit comment les gens se comportent. On a même honte de dire qu'on est journaliste. À un moment donné, nous tous, nous avons pensé à un moment donné quitter le métier pour faire autre chose. Bon, nous avons demandé à ce que les autorités puissent légiférer. Aujourd'hui que c'est fait, aujourd'hui qu'il y a un texte qui a été voté par l'Assemblée nationale, aujourd'hui qu'on pose quand même des actes pour l'assainissement de la presse, je nourris le désir qu'on puisse arriver jusqu'au bout du processus pour qu'on puisse au moins redonner aux journalistes ces lettres de noblesse quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps passe très très vite. Daouda Mine, en tout cas, d'avoir été notre invité. Voilà, cette édition est terminée. Dans un instant, la météo suivie des inspirations du professeur. Il y aura également les avec le tandem Malik Thiandoum et Eladjo Ngagne Diagne. Notre métier n'est pas de faire du tort ni de faire plaisir, c'est de porter la plume dans la plaie. C'est ce que nous disait Albert Londres notamment. Bonsoir et merci Daouda Mine. Bonsoir donc et à bientôt. Au revoir.